Voilà, maintenant vous savez que c'est enregistré. Donc, la dernière séance sera aussi enregistrée par Zoom, mais sera en présentiel et sera suivie d'un apéritif dînatoire, un peu quelque chose de très sympa. Donc, j'aimerais que vous vous inscriviez. En tout cas, je vais vous envoyer un mail, que vous me confirmiez si vous êtes présent, simplement pour les questions de commande. Voilà. Toc, toc, toc. Aujourd'hui, ça concernera surtout la question 5 et je vais passer la parole à Véronique si elle veut introduire quelques mots. Puis ensuite, les intervenants interviendront en fonction du texte, dans la place qu'ils ont dans le texte avec leurs commentaires. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore dire? Non, je crois que c'est tout. Voilà. Alors, à toi, Véronique. Merci René. Donc bonjour à tous. Bravo d'être encore là pour, je crois, la 8e séance de lecture de ce texte qui ne laisse pas d'être compliqué et que même quand on en arrive à presque une année de travail, on se casse encore un petit peu la tête. Alors aujourd'hui, donc j'avoue que j'ai pas eu l'énergie de travailler la question avec le même temps de travail que d'habitude, puisque la fin de l'année est très très occupée. Et donc j'ai demandé en effet à Dominique Ruda de bien vouloir faire le travail de déchiffrage qu'il avait fait il y a 2 ou 3 séances pour nourrir un petit peu notre lecture de référence. Donc on l'écoutera à des moments que je lui serai gré de bien vouloir indiquer lui-même s'il a quelque chose de pertinent. Je crois que tu as travaillé 5 points, Dominique. 4 points, d'accord. Et on écoutera également, donc Marie nous parlait de la côte d'Adam et Violaine nous parlait d'Alcibiade au moment qui sont pertinents. Pour ce qui est de Nelson, simplement si tu as quelque chose à dire, je sais que tu n'as pas eu le temps de préparer quelque chose de très extensif sur Marx. Donc voilà, on va peut-être essayer de faire une atmosphère un petit peu plus atelier collectif, si cela vous est désiré ou désirable. Pour ma part, pour commencer, je vais faire d'abord une petite introduction pour resituer le texte, la question 5 dans le fil du texte que nous avions lu. Et oui, n'hésitez donc pas à interrompre parce que je n'ai pas eu le temps de préparer quelque chose d'aussi style court que d'habitude. Voilà. Donc, pour nous rappeler là où est-ce que nous en étions, donc, vous vous rappelez donc la question 4. La question 4 que Georgin pose à Lacan, c'était, je la rappelle puisque la question 5 est une sous-question, on pourrait dire, de la réponse censément donnée à la question 4. Donc la question 4, c'était, vous dites que la découverte de l'inconscient aboutit à une seconde révolution copernicienne. En quoi l'inconscient est-il une notion clé qui subvertit toute théorie de la connaissance? Et la question 5, c'est quelles en sont les conséquences sur le plan de la science, de la philosophie, plus particulièrement du marxisme, voire du communisme? Et donc Georgin, en formulant sa question 5, avait présumé que Lacan allait répondre oui à sa question. C'est-à-dire que l'inconscient, en effet, est une notion clé qui subvertit toute théorie de la connaissance. Et quelles sont les conséquences de cette notion clé pour la science, la philosophie et le marxisme, voire le communisme? Donc, question 5 qui était présentée comme se décrochant d'une réponse assumée comme positive présumée, pardon, excusez-moi, je fais des anglicismes, présumée comme positive à la question 4. Alors, on va se rappeler tout d'abord en quelques phrases des enjeux de la question 4 et on verra ensuite que la question 5 commence évidemment par Lacan qui va dire pourquoi la sous-question n'est pas pertinente dans la mesure où la réponse à la précédente question n'était pas oui mais non. Donc voilà la structure de ce qui se passe. Alors la question 4, je vous rappelle, peut-être, parce que ça ne fait jamais de mal de se redire les choses de manière claire, je vous rappelle que ça commençait à partir de l'idée de la révolution. On se rappelle qu'évidemment, on est très peu de temps après la révolution de mai 68, et c'est l'apogée du communisme en France. Vous savez certainement qu'en France,
les résistants de la Deuxième Guerre mondiale étaient essentiellement des communistes et que donc les communistes avaient pris une place très importante sur la place politique française et que dans les années 60-70, le communisme avait vraiment donc sa place, ça paraît fictionnel aujourd'hui, mais avait vraiment sa place sur la scène politique française. Donc la révolution est bien ce qui est en jeu au moment politique où Lacan s'exprime, et donc on l'interroge sur la révolution copernicienne dans la question 4, en faisant de l'inconscient une révolution dans un moment révolutionnaire. Alors Lacan répond d'une manière inattendue, toujours inattendue Lacan, toujours en décalé par rapport donc à ce que l'interlocuteur lui demande, en lui disant que la seule révolution qui compte, si vous vous souvenez, c'est la révolution scientifique. Ce n'est pas la révolution qui est en train de se passer, c'est la révolution scientifique. Pourquoi, si vous vous souvenez? Parce que c'est la révolution scientifique qui modifie les rapports du signifiant au monde. Alors que les autres révolutions, finalement, elles restent, elles rejouent des différents scénarios, mais préservent le même rapport du signifiant au monde. Alors que la révolution scientifique, elle, modifie profondément le rapport du signifiant au monde. Et notamment, je vous avais indiqué l'ouvrage de référence de Lacan pour radiophonie. C'est évidemment toute l'œuvre de Coiré qui est en jeu, mais notamment son livre « Du monde clos à l'univers infini », au cours duquel Coiré suit la révolution scientifique à partir de ses prémices au XVIe siècle jusqu'au développement de la physique newtonienne et sa conséquence pratique qui est l'alunissage donc du LEM en 69 sur la Lune. Alors qu'est-ce que c'est que cette révolution scientifique, puisque l'idée c'est qu'elle modifie le rapport du signifiant au monde? Et bien tout simplement, façon de le dire, hein, tout simplement, en tout cas, je résume là tout un argument très complexe de Lacan que Dominique nous avait par ailleurs déplié, c'est que le rapport du langage au monde n'est plus le même. C'était également une thèse foucaldienne, hein, si vous vous souvenez, Foucault disait qu'il y avait différentes modalités d'être au monde du langage et que cette modalité n'était pas une donnée fixe dans l'histoire de l'humanité et que la modalité d'être au monde du langage pouvait changer. C'est quelque chose de similaire que Coiré amène. On sait que Foucault s'inspirait beaucoup de l'épistémologie française, c'est pas étonnant qu'on trouve ces résonances. Mais avec Coiré, nous voyons que la science passe donc d'un rapport d'imaginarisation du monde à un rapport d'opérativité sur le monde. C'est ça le passage, le franchissement radical dans le rapport du signifiant au monde que Lacan met en exergue. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le passage d'un rapport d'imaginarisation du monde, c'est l'idée dans laquelle nous retombons toujours, hein, cette idée que le langage représenterait la réalité. On retrouve même cette idée dans Freud avec l'idée de Vorstellung, ou même de Vorstellung repräsentans. C'est vraiment l'idée que le signifiant représenterait quelque chose de la réalité. On trouvait ça déplié avec même l'alibi de la chose en soi de Kant, qui, même en disant que ça ne représente rien, représentait quand même quelque chose qui serait supposé ne pas être représentable. Donc on a vraiment ce premier temps qui va avec l'époque que Coiré nomme de manière globale comme le monde clos, c'est-à-dire il y a le monde clos et l'enjeu du langage c'est de connaître le monde, de représenter le monde. Et ce premier moment de l'histoire de l'humanité cède à l'univers infini, c'est-à-dire à l'idée que la fonction du langage n'est plus de représenter le monde ou la réalité du monde, mais bien plutôt d'introduire dans le monde des signifiants qui vont permettre d'opérer sur la réalité, sur le réel humain, et non pas du tout d'en dire quelque chose. Il n'y a rien à en dire. C'est-à-dire, si vous voulez, prenons par exemple
donc les pratiques de déchiffrage du monde avant Descartes. L'idée, c'était que tout ce qui se passait dans la nature était un signe divin et que donc il fallait en déchiffrer le sens. Par exemple, il y a une tempête de grêle, eh bien ça veut dire que Dieu n'est pas content. Enfin, je schématise, mais en gros c'était cette idée que le monde, la réalité objective des choses avait un sens, nous donnait un message, et que donc il fallait le déchiffrer. Et donc le sens faisait partie du monde. Et le langage était une opération de traduction du sens qu'il y avait dans le monde. Alors qu'avec la science moderne, post-cartésienne, l'intérêt du signifiant, ce n'est pas de représenter la réalité ou de déchiffrer le sens de la réalité, mais d'introduire du signifiant dans le monde de manière à lui faire produire un effet. D'accord ? Donc l'idée, ce serait, c'est pas dire il pleut parce que Dieu est content et qu'il a envie qu'on ait à manger, mais il pleut parce que j'ai augmenté la quantité de CO2 de manière non souhaitable, et de ce fait, il s'est produit tel effet, et ainsi de suite. Et pour modifier ça, je vais réduire telle chose, etc. Donc on passe vraiment de cette obsolescence du sens, le monde comme ayant un sens, au monde comme étant un réel sur lequel le signifiant permet d'opérer. Voilà, donc on a vraiment ce passage donc révolutionnaire qui est ce à quoi Lacan réfère la question qui lui est posée. Donc la révolution copernicienne, c'est donc cette révolution scientifique qui va se déplier jusqu'à nos jours et qui transforme le rapport du langage au monde. Le signifiant ne représente pas la réalité, mais opère dans le réel. Et il s'agit pour Lacan, donc dans la question 4, de repenser la psychanalyse à partir de cette révolution épistémique. Ça a des conséquences pour la psychanalyse. C'est cet autre mode d'être au monde du langage. Le langage, si le langage n'est pas une traduction de la réalité, mais la structure du réel de l'expérience humaine, donc l'analyse, ça ne vise donc plus à déchiffrer quelle réalité est représentée par le langage du sujet pour lui, mais plutôt à cerner quelle jouissance sourd, S-O-U-R-D, hein, du verbe sourdre, quelle jouissance sourd d'une prise donnée du signifiant sur donc le corps des êtres parlants. C'est ça la question, et c'est pour ça que Lacan nous amène cette théorie des discours. Je l'avais dans le séminaire 17 qui est contemporain du texte de radiophonie, si vous vous souvenez. La théorie des discours, c'est la manière que Lacan a d'interpréter le moment contemporain justement sans faire appel au sens, sans dire le sens de ce qui se passe, mais au contraire en montrant quelle est la structure signifiante qui fait sourdre une forme de jouissance particulière du corps parlant. D'accord ? Et donc là, on comprend très très bien qu'avec cette obsolescence du sens qui est corrélée au nouveau mode d'être au monde du langage, l'orientation de l'analyse n'est plus du tout sur l'inconscient vérité, mais je l'ai dit à plusieurs reprises, je le redis, sur le corps parlant, qui est au centre donc de l'expérience analytique, c'est-à-dire le corps parlant, c'est-à-dire le corps humain dont la structure langagière fait sourdre une jouissance dont la forme est spécifique à la structure langagière en question. Donc, réponse à la question 4 nous donne ces nouveaux éléments de réflexion, ce nouveau rapport donc, que la psychanalyse va avoir avec son objet, et va nous donner d'autres éléments donc, avec lesquels travailler. Alors, les éléments de la structure que nous donne Lacan, vous le savez, ce n'est pas du tout du registre du sens de l'interprétation vérité, c'est plus du registre du déchiffrage de la structure ou de reconstitution de la structure.
Et on sait donc que les éléments qu'il nous donne, c'est S barré, S1, S2 et A. Ça, je veux dire, ça se rapproche au plus possible des mathèmes de la science, c'est-à-dire de ce qui est transmissible hors sens. Un mathème, c'est ce qui est transmissible hors sens. Donc, l'idée de Lacan, c'est de mathémiser donc les éléments de l'expérience humaine afin de pouvoir en dire quelque chose qui n'est pas systématiquement attiré par le sens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce S barré, S1, S2 et A? Je me suis demandé si on pouvait se permettre, étant donné l'élaboration que Lacan fait dans la question 2 sur la forme logique du corps, si vous vous souvenez, hein, toute cette élaboration à partir de la sépulture. Vous vous rappelez donc que Lacan dit que le corps, le sujet n'a son corps que du fait de l'incorporation du corps premier qui est le corps du langage, et que dans le premier effet de l'incorporation du symbolique dans l'organisme, c'est donc la production du corps comme ensemble vide. Et on a donc, moi je dirais qu'on peut mettre logiquement à la même place S barré et ensemble vide. C'est-à-dire le corps entre dans l'équation, dans la formule des discours, à la place de S barré, c'est-à-dire quelque chose qui est vidé de jouissance, mais comme place vide qui est nécessaire à l'accrochage ensuite donc du symbolique, donc la paire S1, S2. La paire S1, S2, dont on pourrait dire que c'est le système des noms. Je prends cette expression du livre d'Éric Laurent, L'envers de la biopolitique. Le symbolique, c'est le système des noms, c'est-à-dire tous les noms qu'on donne à ce qui se passe dans le corps, à la fois les parties du corps, les organes, la main, le doigt, l'oreille, les yeux, mais également les affects, la tristesse, la colère, etc. Donc on a la paire S1, S2 qui est le système des noms. J'essaie de vous dire que là, on peut renommer la formule des discours avec les éléments du corps, pour bien montrer que c'est le corps qui est au cœur de la psychanalyse, même si ça n'apparaît pas immédiatement quand on regarde les formules des discours. Donc à la place de S barré, on peut mettre ensemble vide. La paire S1, S2, on peut le prendre comme le système des noms, des nominations du corps, c'est-à-dire les affects, les éléments le découpage du corps par le symbolique et toutes ces choses-là qui font sourdre de la jouissance du corps. En effet, quand on dit j'ai mal au cœur, tu me fais mal au cœur, tu me soulèves l'estomac, quand je te donne un coup de poing sur la tête, tu as mal jusqu'au talon, comme m'a dit un patient récemment, on voit bien que il y a un effet de nomination des parties du corps dans le langage, ainsi que des affects qui sont un langage. Les affects ne sont pas du tout des émotions qui reflètent la réalité ou l'expérience qu'on a de la réalité, mais ce sont des noms d'éprouvés de corps qui sont constitués en langage du fait de l'incorporation donc du langage dans l'organisme. Comme le dit Lacan, c'est la structure qui fait l'affect. On avait vu ça à la fameuse page 409, qui est le cœur du texte à mon sens. C'est incorporé que la structure fait l'affect, ni plus ni moins, affecte seulement à prendre de ce qui de l'être s'articule, n'ayant qu'être de fait, soit d'être dit de quelque part. Là, on voit bien que l'affect ne relève pas d'une naturalité quelconque, mais de l'incorporation du langage dans le corps vivant. Donc, mon argument, c'est donc, en tout cas avec la formule des discours, le corps est au cœur de l'affaire. Donc, ensemble vide S barré, S1, S2, le système des noms, et l'objet A, ou les objets A, qui sont, si vous voulez, on peut mettre en série les instruments de la jouissance, c'est-à-dire tout ce qui permet de faire rentrer la jouissance dans le corps par le biais des bords pulsionnels. Encore une fois, on retrouve la formule là de la page 410. Si vous vous rappelez, l'ensemble vide des ossements est l'élément irréductible, donc s'ordonne autres éléments, les instruments de la jouissance, collier, gobelet, arme, plus de sous-éléments à énumérer la jouissance qu'à la faire rentrer dans le corps.
Donc là, on a cette idée de Lacan que les instruments de la jouissance s'évertuent à faire rentrer la jouissance dans le corps avec pour résultat un échec perpétuel. Comme le dit Éric Laurent, le corps étant toujours entre vide et excès, c'est-à-dire vide de jouissance et en même temps trop de jouissance qu'on essaye de faire rentrer dans le corps avec les instruments de la jouissance, c'est-à-dire en buvant, en fumant, en mangeant, en faisant quoi que ce soit qui rentre dans la série des objets A, qui peuvent se chapeauter du terme plus de jouir. C'est-à-dire les objets A, peu importe, n'importe quoi peut être mis dans cette série à partir du moment où l'effet qui est produit, c'est l'effet plus de jouir. Qu'est-ce que c'est que l'effet plus de jouir? C'est à la fois la réitération du trou et le comblement partiel de l'effet trou. C'est-à-dire le trou que le langage crée dans le réel de l'homme, le corps comme trou. On trouve cette phrase donc dans la réponse à la question 5, par exemple à la page 434, je vous la lis, deuxième tiers de la phrase. D'où la nécessité du plus de jouir pour que la machine tourne, la jouissance ne s'indiquant là que pour qu'on l'ait de cette façon, comme trou à combler. D'accord? Donc trou dans le corps que le plus de jouir s'efforce de combler. Donc voilà la formule des discours que je me suis donné la liberté de retraduire en termes du corps parlant qui est au centre de l'équation, puisque je dirais que l'enjeu pour Lacan, à partir du texte de radiophonie, est vraiment non plus du tout de révéler la vérité, mais de traiter la jouissance à partir du langage. Et donc le discours, ce serait donc une machine à traiter la jouissance à partir du langage, et on sait bien que la jouissance, ça relève du corps. Le corps étant la condition de possibilité de la jouissance. Le corps qu'il faut donc écrire, donc la formule que je vous propose, c'est ouvrez la parenthèse, ensemble vide, S1, S2, A, fermez la parenthèse. Ça, c'est le corps de l'être humain. Ce n'est pas du tout le 1 de l'image, c'est cet ensemble constitué d'éléments hétérogènes qui ont à s'ajointer les uns avec les autres. Donc le corps en tant qu'il est mort, le corps en tant qu'il est non, et le corps en tant qu'il est un objet pulsionnel adjointé aux orifices du corps. Donc voilà la formule, un doublement de la formule des discours qui, je pense, peut nous être utile. Et donc, je vous avais également dit, lors de la dernière séance, qui s'ensuivait, on avait vu ça brièvement, mais il s'ensuivait deux conséquences importantes qui vont être à la base de ce qu'on va maintenant continuer à explorer ensemble. D'une part, on a une nouvelle définition de l'inconscient, ça va revenir aujourd'hui, mais vous vous rappelez que c'était à la question 4, on trouvait ceci à la page 426, où l'inconscient est défini en relation à un désir. Voilà, vous vous rappelez, au premier tiers de la page 426, Lacan répond donc à Jacques-Alain Miller la question du séminaire 11 sur l'ontologie. Il dit « Toute onto bu maintenant, je répondrai, et pas par quatre chemins ni par forêt à cacher l'arbre. Mon épreuve ne touche à l'être qu'à le faire naître de la faille que produit l'étang de se dire. » D'accord ? C'est-à-dire que l'inconscient n'a rien à voir avec l'être. C'était ce que je vous avais nommé du terme de désontologisation de la psychanalyse, une expression qu'on trouve chez Jacques-Alain Miller dans son cours L'être et l'un, le mouvement de désontologisation de la psychanalyse. Et donc on a ce moment-là chez Lacan, mon épreuve ne touche à l'être qu'à le faire naître de la faille que produit l'étang de se dire, c'est-à-dire que dès que l'étang, c'est-à-dire nous, les êtres parlants, nous sommes des étangs, dès que nous-mêmes en tant qu'étangs, nous tentons de nous dire, eh bien notre désir nous dépasse. C'est ce que dit la phrase suivante, d'où l'auteur est à reléguer à se faire moyen pour un désir qui le dépasse. Donc nous disons quelque chose qui nous dépasse. Et donc c'est pour ça qu'il nous faut
le temps de se faire à être. Voilà. Et donc, se faire le temps, il faut le temps, c'est le temps de se faire au désir. Donc l'inconscient, on a besoin de ce que Lacan a pu appeler le temps pour comprendre, pour se faire à l'inconscient, sachant donc que l'inconscient n'est pas du registre de l'être, mais du registre du vouloir être. Donc voilà des éléments qu'on peut donner pour resituer ce qui va se passer maintenant dans la question 5. Je vais peut-être commencer à introduire, sauf si vous avez des éléments à ajouter ou des commentaires ou des questions. Non? Alors je vais... Moi, j'aimerais vraiment te remercier pour vraiment souligner l'importance de ce renversement, cette révolution, hein, comme tu l'as très bien montré, toutes les conséquences que ça va avoir, de l'imaginarisation du monde, de croire qu'il y a un monde qui est déjà là, qu'il suffirait de connaître, d'interpréter, de lire, et puis ce passage à un univers, pas, tu l'écrivais comme tu citais l'univers infini et l'opération sur le monde. Et je soulignerais que pragmatiquement, ce que tu nous dis, ce que j'entends moi de ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est vraiment que parler, c'est imprimer quelque chose sur un non-monde qui fera monde pour le sujet qui parle. Et ça, c'est cliniquement extrêmement important lorsqu'on rencontre nos patients. C'est pour ça que je voulais faire ce lien avec ce lien pragmatique avec la rencontre des corps parlants que nous avons chaque jour. Voilà, je clôt ma remarque. Moi, merci René. La phrase qui me plaît énormément moi de Lacan, c'est le monde est le rêve d'un corps. Je trouve ça absolument merveilleux. Ça montre bien qu'on a à prendre ça, comme tu dis, au sérieux dans notre clinique. On n'a pas un monde partagé. On a un corps et avec un monde. Alors après, évidemment, ce monde qui est le rêve d'un corps est situé dans la matrice signifiante civilisationnelle, néanmoins. C'est pour ça qu'il faut à la fois prendre en compte le sujet de la civilisation, c'est-à-dire les effets de la matrice signifiante civilisationnelle et l'unicité de chaque corps parlant. Et la psychanalyse se donne la mission d'à la fois déchiffrer la matrice civilisationnelle pour en tirer des conséquences universalisables et en même temps se repérer sur la singularité du monde que chaque être parlant s'est constitué à partir de l'impossible que lui a rencontré dans son existence. Alors peut-être quelques autres éléments introductifs. Donc on se rend compte, on voit que Georgin pose la question, demande moi je trouve les questions de Georgin sont quand même gonflées parce qu'il il demande à Lacan de répondre donc vraiment à tout. Mais quelles sont les conséquences sur la science, la philosophie, le marxisme? Donc en gros, c'est quand même énorme, justifier de la pertinence de la psychanalyse pour les champs de pensée actuels qui dominent la France. Donc la science, la philosophie, le marxisme. Et Lacan doit se débrouiller avec cette question qui est quand même énorme. Alors il répond à sa manière, c'est-à-dire à chaque fois en pointant, il me semble, un élément de structure. Alors je vais juste dire deux mots. Donc de la science. Que dit Lacan de la science? Alors, il me semble qu'on trouve ça à la page...
Zut, où est-ce que c'est? Sur la suppression du sujet. 437. Ok. Le résultat est que la science est une idéologie de la suppression du sujet, ce que le gentilhomme de l'université montante sait fort bien, et je le sais tout autant que lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La science est une idéologie de la suppression du sujet. Eh bien, d'une part, on se rappelle avec surprise que pendant tout le texte, Lacan s'est appuyé sur la science. Et là, soudainement, il nous dit « La science est une idéologie de la suppression du sujet ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la science nous donne la méthode. La méthode, c'est l'opérativité du signifiant dans le réel. C'est pas croire que le signifiant est une représentation de la réalité. C'est consentir à l'opérativité du signifiant sur le réel, à savoir que le réel est un effet du signifiant, le réel humain. Mais la science n'est pas la psychanalyse, puisque la science n'a rien à dire de la jouissance, du réel du corps. C'est-à-dire que la science tente de maîtriser le réel du corps. C'est-à-dire, comme certains patients me le demandent des fois, est-ce qu'il y aurait une opération chirurgicale pour enlever l'angoisse? Ça, ce serait le fantasme de la science, supprimer le sujet. C'est-à-dire supprimer ce qui du sujet ne tourne pas rond, ne tourne pas selon la machine signifiante. Donc voilà ce que Lacan nous dit de la science. La science, c'est donc un discours qui ne dit rien du réel du corps, et donc de ce fait est impuissant à réfréner la jouissance ou à traiter la jouissance. C'est quand même ça l'enjeu de la psychanalyse, c'est de réfréner la jouissance ou de traiter la jouissance. La science, au contraire, va dire ça c'est possible. Ah ben, d'accord, vous voudriez avoir une capacité de pensée décuplée, eh bien on va vous donner, je ne sais pas moi, telle microdose de LSD. Ça c'est une opération scientifique dans la mesure où on raisonne avec des éléments chimiques, d'addition, de soustraction, voilà, c'est pas prendre en compte ce que le sujet a à dire de son étant, comme on a vu tout à l'heure avec la nouvelle définition de l'inconscient, comme vouloir être. Donc la science, c'est ce qui va répondre sans prendre en compte de la faille, sans prendre la faille en compte, et qui va répondre en donnant une solution au problème. Donc de la philosophie, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a une idée, mais il ne m'a pas semblé que Lacan parlait énormément de philosophie dans ce texte, à part pour parler du désir de savoir. Réintroduit, on le voit en bas de la page 432 par exemple. Pardon. 432, on trouve ça, mais 436. Voilà. Là où la doxa guidait pour l'essentiel le maître grec, il fut sommé, notamment par un Socrate hystérique, avoué de ce qu'il dit ne s'y connaître qu'en affaire de désir, pas tant par ses symptômes pathognomoniques, de faire monter quelque chose qui valut la techné de l'esclave et justifia de ses pouvoirs de maître. Donc ça, ce serait la position du philosophe, ce serait le désir de savoir. C'est-à-dire ne pas se contenter du discours du maître, l'épistémé et la doxa, c'est-à-dire le savoir constitué, et la doxa, c'est-à-dire une opinion constituée sur la façon dont on doit vivre sa vie. Je ne sais pas si vous vous êtes intéressé un petit peu au travail de Michel Foucault sur le gouvernement des vivants et donc sa lecture de l'ascèse et des pratiques d'homéostase grecque. Mais il y avait donc tout un savoir constitué sur comment vivre sa vie de manière équilibrée, avec l'hédonisme, l'épicurianisme et toutes ces choses qui étaient des manières comme ça préconstituées d'avoir une bonne vie, d'avoir à la fois une vie éthique et une vie homéostatique et ainsi de suite. Et donc dans ce savoir grec, cette sagesse donc sur comment vivre avec son corps,
Socrate fait irruption avec son hystérie et introduit le désir de savoir. Donc là, je dirais qu'il y a quelque chose sur la philosophie. Et sur le marxisme ou le communisme, là, c'est là que Lacan va dédier le plus donc de temps dans sa réponse. Et là, je dirais qu'il y a 2 points qui sont peut-être intéressants à noter en guise de, encore une fois, donc de longue introduction. C'est que alors l'autre référence de Lacan, c'est Marx avec Malinowski, hein, dans ce texte. Je pense que vous l'avez remarqué. C'était Katia qui devait nous présenter la référence que j'ai pas eu le temps de lire parce que c'est quand même plus de 500 pages, mais j'ai quand même plongé un petit peu dedans. C'est les Argonautes du Pacifique occidental, donc ouvrage que l'on trouve mentionné de manière elliptique, comme toujours à la page 436. La coquille à entendre à jamais l'écoute de Marx. Voilà le cauris dont commercent les Argonautes d'un océan peu pacifique, celui de la production capitaliste. Donc on a Marx avec Malinowski. Donc, pourquoi Malinowski? Donc, Malinowski est considéré d'abord par certains, donc c'est un Polonais qui a fait ses études à la London School of Economics et qui est parti à faire du terrain, comme on disait, hein, donc dans les îles du Pacifique occidental, et qui est considéré comme peut-être le premier anthropologue ou le fondateur de la discipline anthropologique, et qui n'est pas un anthropologue structuraliste. Donc on se souvient que dans la question 3, Lacan s'était décalé donc des anthropologues structuralistes, et notamment de Lévi-Strauss, qui avait été sa première grande référence au niveau de l'anthropologie. Et donc là, c'est plus Lévi-Strauss, c'est avant Lévi-Strauss. C'est Malinowski, et donc que Lacan va associer avec Marx pour donc soutenir son argument. Alors quel argument? Pourquoi Marx et Malinowski? Eh bien, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce travail de Malinowski, mais je vais en dire 2 choses. Premièrement, une chose au niveau de la méthode, et deuxièmement, une chose au niveau de l'étude qui est réalisée par Malinowski. Donc, d'abord, au niveau de la méthode, ce qui est très important, c'est que, contrairement à beaucoup d'ethnologues ou d'anthropologues qui se délectent des petites particularités des tribus qui vont explorer, que ce soit donc les tribus amazoniennes, où j'avais une amie anthropologue qui avait étudié les ouvriers qui avaient creusé le Channel Tunnel donc dans les années 80. L'anthropologue se délecte de la spécificité culturelle d'une microculture. Ça, c'est vraiment, on pourrait dire, sa marque de fabrique. Mais Malinowski, au contraire, s'intéresse à ce qui, dans une culture qui fonctionne donc de manière fermée, hein, puisque maintenant, c'était avant l'époque de la globalisation, on pouvait quand même discerner de l'universel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a d'universel dans le fonctionnement de tout groupe humain? Et c'est cette orientation-là qui intéresse Lacan, c'est-à-dire, il y a de l'universel, il y a quelque chose qui fait que l'être parlant a un mécanisme qui est universalisable, qui n'est pas juste du fait de la particularité. Et donc ça, c'est l'approche de Malinowski, et cette approche, donc, il l'applique à l'économie. Ça, c'est la deuxième chose qui va beaucoup intéresser Lacan, c'est que c'est peut-être le premier anthropologue à ne pas s'intéresser aux rapports sexuels, c'est-à-dire comment l'échange des femmes, Lévi-Strauss, tout ça, une femme contre une autre, les règles d'exogamie, l'endogamie et tout ça, le père, la mère, l'oncle, la filiation, l'organisation, donc les structures élémentaires de la parenté, pour citer le nom de l'ouvrage. Mais Malinowski, lui, se fiche complètement de ça et s'intéresse à l'économie, c'est-à-dire quelle économie fonctionne donc entre les peuples des îles du Pacifique occidental. Et il y a cette pratique tout à fait particulière dans les îles du Pacifique occidental qui s'appelle la kula,
La kula, ça consiste à quelque chose de très particulier, c'est que quand on achète des objets, il faut en plus donner des objets qui n'ont pas de valeur d'échange, enfin qui n'ont pas une valeur d'usage, pardon, qui n'ont une valeur que d'échange, donc des objets qu'on n'utilise pas. Et donc la kori, notamment le kori, ce coquillage, mais également il y avait des bracelets, des colliers, des objets que des personnes passaient des années à produire pour donner au moment des échanges d'usage, pour donner en plus. Et on pouvait récupérer le même objet 10 ans après qui avait circulé donc, dans tout le système des îles du Pacifique occidental. Alors, on a cette première recherche sur l'économie, donc une anthropologie de l'économie, et on sait bien évidemment que Marx, pour sa part, est l'inventeur de l'économie politique, c'est-à-dire de la politique comme économie, de la politique comme étant subordonnée à l'économie. Et donc, Marx comme Malinowski ne sont pas dupes, si vous voulez, de l'idéologie, c'est-à-dire de ce qui se dit. Ils s'intéressent donc à la réalité des pratiques. Et cela permet à partir du kori et de la plus-value, cela permet à Lacan de dire qu'il n'y a d'économie que libidinale. C'est-à-dire que l'économie n'est pas un système d'échange d'objets, mais que l'économie ne fonctionne qu'à des dépens de jouissance. C'est la phrase qu'on trouve donc à la page 434, à le définir, donc deuxième moitié de la page, à le définir de relations articulées de leur ordre et tel qu'à y prendre part, on ne le fasse qu'à ses dépens. Dépens de vie ou de mort, c'est secondaire. Dépens de jouissance, voilà le primaire. Voilà. Donc, avec le kori donc des Argonautes et la plus-value de Marx, on apprend qu'il n'y a d'économie que libidinale et que l'économie ne fonctionne qu'à des dépens de libido. Donc voilà pourquoi Lacan nous dit les Argonautes d'un océan peu pacifique, celui de la production capitaliste. Donc assimilation de Malinowski à Marx pour cette intuition qui permet de visibiliser quelque chose qui n'était pas jusque-là visible, c'est-à-dire les dépens de jouissance de l'économie, qui font fonctionner l'économie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut comprendre, par exemple, tout le petit passage sur savoir-discours. Par exemple, à la page 433, Lacan dit les savoirs à l'appel, il y en a plein les armoires, certains vous crochent au passage si ils sont animés. Il y suffit que les anime un de ces discours. Dans cette année, j'ai mis en circulation la structure. Donc très intéressant, on voit bien un binaire savoir-discours, auquel les savoirs, ça sert absolument à rien, sauf s'ils sont pris dans un discours, le discours du maître, le discours universitaire, le discours capitaliste, le discours hystérique et ainsi de suite, c'est-à-dire c'est le plus de jouir qui anime le savoir, ou qui fait que le savoir va avoir un effet. Le savoir qui n'est pas articulé à un discours qui produit un plus de jouir ne sert strictement à rien. Et donc là, Lacan met en exergue le dépend de jouissance nécessaire à l'opération du savoir. S'il n'y a pas ce prix qui est payé, et ce plus de jouir qui en est retiré aussi bien, eh bien le savoir reste lettre morte. Et il en sera ainsi du savoir analytique, bien évidemment. Puisqu'ensuite Lacan nous parle de Freud. Il y a des savoirs dont les suites peuvent rester en souffrance ou bien tomber en désuétude. Ça pourrait être le cas du savoir analytique. Alors, qui est-ce qui va payer le prix pour animer le discours? C'est le psychanalyste, bien évidemment. C'est le psychanalyste qui se met en position d'objet-cause du désir et qui va payer l'écho de son plus de jouir à lui. C'est là qu'on retrouve la référence à Bellamy, qui paye l'écho de son oreille de maquereau, si vous vous souvenez. Bellamy, pour causer le désir des femmes qu'il veut séduire, doit payer de sa personne.
Ainsi, l'analyste doit payer de son plus de jouir afin de faire advenir l'inconscient qui n'est que vouloir être, qui n'est pas. Donc, animer le discours de l'analyste, c'est donc l'obligation pour le psychanalyste. Le psychanalyste a à animer le discours de l'analyste en payant de son plus de jouir. Et donc, j'avais indiqué la dernière fois, d'où l'opération de la passe qui vise à vérifier la production d'un analyste qui peut occuper cette place nécessaire à l'animation du discours de l'analyste. Donc voilà. On peut aussi noter dans le texte, ça vous servira de grille de lecture, la présence de binaires. Je me suis amusée à les identifier en lisant. Là, il y a donc le premier que j'ai noté, savoir-discours. Intéressant. Donc le savoir, c'est le discours qui n'est pas animé du plus de jouir, c'est-à-dire que le discours par rapport au savoir, c'est une dynamique. C'est une dynamique, c'est pas... alors que le savoir, ce serait toute articulation S1, S2. Par exemple, bipolaire veut dire que, ça c'est du savoir. Les définitions, le système des noms et ainsi de suite. Alors que le discours, c'est la dynamique, c'est-à-dire ce qui fait qu'il y a une production. Il y a le binaire entre l'inconscient et le ça. Je pense que c'est utile comme grille de lecture aussi, puisque l'inconscient, je dirais que c'est ce qui permet d'opérer sur le ça, c'est-à-dire le langage qui permet d'opérer sur la jouissance. On trouve ce binaire notamment à la page 432. Au milieu, d'avant que Freud dise qu'il est sans que ça soit, ni ça, et notamment pas non plus le ça. D'accord ? Donc l'inconscient n'est pas le ça. L'inconscient, donc, ce sont des mécanismes langagiers qui permettent d'opérer sur le ça, c'est-à-dire la jouissance. On a comme binaire aussi le binaire connaissance-structure, puisqu'à la page 432, on a l'inconscient, à la page prenons plutôt le deuxième tiers de la page 432, c'est sans qu'il y soit pour rien qu'on peut dire que la théorie de la connaissance n'est pas, pour la raison qu'il n'y a pas de connaissance qui ne soit d'illusion ou de mythe. Donc là, on a vraiment la connaissance est dégagée. La connaissance, c'est-à-dire l'idée qu'il faut apprendre ce qui est déjà là. C'est ça la connaissance. Hein. Ce n'est qu'une illusion ou une illusion ou un mythe. Par contre, on a à la page 433, au milieu, la structure, elle, c'est une notion. D'élaborer ce qu'il s'ensuit pour la réalité de cette présence en elle des formules du savoir. C'est-à-dire, il faut repérer la structure puisque la réalité a en elle les formules du savoir. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une des tâches de l'analyste, c'est de déchiffrer la matrice civilisationnelle, c'est-à-dire la matrice signifiante qui met en scène la réalité des sujets parlants. Donc la structure, elle, c'est pas une illusion. La structure, c'est la matrice signifiante qui met en scène les sujets que nous sommes. C'est ça que ça veut dire. La réalité de cette présence en elle des formules du savoir. D'accord ? Donc on a ce binaire-là, et on a enfin le binaire identification-production, que j'ai repéré à la fin de la page 433 et au début de la page 434. Quand Lacan nous reparle du sophisme de l'apologue des trois prisonniers, dans le temps logique. Et donc il dit, encore faut-il se garder de mettre la fonction de la hâte en logique au service de l'imaginaire. Ce qu'elle rassemble est un ensemble. Les prisonniers dans mon sophisme et leur rapport à une sortie structurée d'un arbitraire, non pas une classe. Moi, là, je lis ici donc la nouvelle théorie du groupe de Lacan,
Donc, un groupe n'est pas une classe, c'est-à-dire une classe, ce sont des personnes, des cas particuliers, donc d'une catégorie. D'accord? Donc, les psychanalystes, et il y aurait le psychanalyste A, le psychanalyste B, le psychanalyste C, et ainsi de suite. Donc, une classe de particuliers, d'exemples, si vous voulez, d'une catégorie. Au contraire, Lacan dit, ce qu'elle rassemble est un ensemble. Les prisonniers, dans leur rapport à une sortie structurée d'un arbitraire, c'est-à-dire, on sort de la psychanalyse, on sort de son analyse d'une manière structurée par un arbitraire, pas comme exemple particulier d'une catégorie. D'accord? C'est pour ça que ça continue en disant « Il arrive que la hâte à errer dans ce sens, c'est-à-dire la hâte à s'identifier, errer dans ce sens. Je fais comme lui. Bah tiens, machin est sorti de l'analyse en construisant son fantasme, moi aussi, je veux faire pareil. » C'est très très intéressant dans la doctrine de la passe, ça, parce que les gens demandent toujours « Mais comment on fait pour finir son analyse? Est-ce qu'il faut avoir un événement de corps? Est-ce qu'il faut connaître son fantasme? Machin truc, machin truc. » Et bien évidemment, plus on donne de réponses, plus on favorise la sortie de l'analyse par l'identification, c'est-à-dire la hâte à être dans une classe. D'accord? C'est pour ça qu'Agnesi, dans son intervention en tant que secrétaire de la commission de la passe à Barcelone en 2018, avait bien dit « il faut des trous pour que ça passe ». C'était très juste, c'est-à-dire il ne faut pas de critères pour que ça passe. Il ne faut pas de critères parce que le critère ne fait que susciter la hâte à errer dans ce sens, dans le sens de l'identification. Et là, Lacan nous dit, il arrive que la hâte à errer dans ce sens serve à plein cette ambiguïté des résultats que j'entends résonner du terme révolution lui-même, c'est-à-dire que la logique révolutionnaire, c'est une logique de classe. En effet, la conscience de classe l'indique bien. C'est une logique identificatoire, ce n'est pas une logique de la sortie arbitraire au un par un. C'est d'ailleurs pour ça que Lacan continuera sur le capitalisme dans Télévision en disant « on ne sort du discours capitalisme que au un par un ». On ne sort pas par la révolution et par la lutte de classe. On en sort en défaisant l'emprise qu'a sur soi la machine capitaliste au un par un. C'est ce dont témoigne Clotilde Le Guil dans son très très beau témoignage de passe que vous retrouvez dans le numéro de la cause du désir sur le capitalisme, où elle parle de prendre le risque de la perte. C'est-à-dire le capitalisme, c'est le refus de la perte. Et l'analyse, c'est consentir à la perte. C'est donc, voilà, c'est ne pas se précipiter vers la sortie sur le mode identificatoire, mais se produire soi-même comme singularité. D'où le binaire que j'extrais, identification-production. D'accord? Donc l'analyse n'est pas un chemin identificatoire, mais un appareil de production d'une singularité. Donc voilà quelques binaires qui permettent, je pense, de lire ce texte. Savoir, discours, inconscient, ça, connaissance, structure, identification, production. Peuvent peut-être nous permettre maintenant de nous approcher du texte de la question 5. Alors. Je ne sais pas qui va dans l'ordre de... Enfin, je ne sais pas s'il y a un ordre, en tout cas à partir du texte, qui souhaite... Normalement, c'est Dominique qui a fait notion. C'est ça? Oui, la notion clé. Clé. Est-ce que je peux juste faire une remarque avant que tu commences, Dominique? Vraiment, très souvent, je me suis demandé pourquoi, et aussi dans ce texte-là, pourquoi
Lacan mettait autant d'importance à la question de la science, finalement. Et c'est vraiment en t'écoutant qu'il me semble avoir attrapé quelque chose de ça, parce que la science, justement, si j'ai bien compris, va nommer les éléments épars dans le monde, donc son sujet, va nommer les éléments épars dans le monde, dont il s'agit ensuite de... Donc, si je dis épars, ça veut aussi dire parce qu'il y a des vides entre ces éléments, et il s'agit ensuite de s'intéresser, c'est ce que Lacan va faire, si j'ai bien compris, il va s'intéresser à comment on met en circulation tout ça. Et c'est là aussi où tu parlais de la position de l'analyste, c'est-à-dire avec sa responsabilité, à partir de son plus de jouir, de mettre en jeu, en animation, quelque chose. Mais la science est... Enfin, ce qui m'apparaît, c'est que la science est nécessaire pour identifier un certain nombre de choses avant que tu puisses penser la mise en circulation. Et ça me permet aussi de saisir un peu mieux comment il arrive après à la question des nœuds et des nouages. Mais voilà, je ferme ma parenthèse. Mais moi, je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que la science met le corps en morceaux. Il faut pas... en effet, Lacan s'appuie sur la science, mais la science, plus il y a de la science, plus le corps est mis en morceaux. Enfin, on en est à diviser le corps dans ses plus infimes composantes. Donc, le corps est découpé de plus en plus intimement par le signifiant. Et l'unité imaginaire, c'est-à-dire la forme, le corps comme image, donc le sujet d'aujourd'hui est en même temps donc à essayer d'unifier donc ce corps morcelé par la forme et en même temps donc étouffé par cette forme imaginaire qu'il doit constamment entretenir pour ce que Lacan appelle la régulation scopique de la pulsion, c'est-à-dire tenter de réguler la pulsion de plus en plus morcelée par la forme du corps. Et il me semble que dans notre clinique à l'heure actuelle, nous avons la chance de pouvoir commencer à comprendre les outils que Lacan a introduits il y a 50 ans, quand il se met à chercher ce qui fait un, si ce n'est pas l'image. Ce qui fait un pour ce corps fragmenté, c'est-à-dire ce corps de plus en plus découpé par le symbolique, donc par la science. Et c'est là qu'on retrouve l'invention de Lacan du il y a de l'un, et que finalement, malgré la fragmentation de ce corps, il y a de l'un. Il y a quelque chose qui fait un dans ce corps, et ce n'est pas le un du champ scopique. C'est le un de ce que Miller va ensuite appeler l'itération de jouissance, la racine du symptôme. Mais il y a quelque chose qui permet donc à l'être parlant d'être un, d'être pas dans cette tension permanente entre se recouvrir d'une image et être morcelé par la science. Ses gamètes, ses ovocytes, ses hormones, ses mitochondries, toutes ces choses qui nous mettent en discours d'une manière violente quand même, des bouts de corps. Et donc l'intervention donc de Lacan en proposant la forme logique du corps comme plus pertinente pour la clinique que la forme imaginaire, que l'image du corps, ça nous permet déjà de nous recentrer sur les éprouvés de corps, là où c'est mort, là où c'est vivant, là où il y a de l'excès, là où il y a du vide, et de travailler avec l'économie libidinale, et d'intervenir sur l'économie libidinale, il me semble. Donc, il y a quelque chose de très très clinique, finalement, dans cette intervention. Et de vraiment, en effet, hors sens. Voilà. Véronique, je peux? C'est Sandra. Oui. Juste une question, parce que là, je n'ai pas compris comment toi tu as introduit la question de l'image. J'ai compris, j'ai cru comprendre. Je vais te demander de me préciser que ce qui viendrait faire un, ce serait l'image. Je n'ai pas bien saisi. Vous pouvez, dans l'actualité ou... Comme vous êtes membre de la NLS, vous recevez tous de la Lacanian Review. Et dans de la Lacanian Review numéro 10, il y a un très beau texte de Jacques-Alain Miller
il est sur la paranoïa, mais en effet, il parle du passage donc de la théorie du corps comme image à la théorie du corps donc de radiophonie. C'est très utile pour ce qu'on est en train. Et il dit que pendant longtemps, l'idée de Lacan, c'était que pour avoir un corps, il fallait un en plus. C'est-à-dire, il fallait passer par la matrice du stade du miroir et rajouter un élément pour que le corps tienne ensemble. Cet élément, c'était l'image. D'accord ? On passait notre corps fragmenté, puisqu'en effet, le corps est ressenti selon les trajets pulsionnels, le trajet oral, anal, scopique, invocatoire, et ainsi de suite, urinaire, etc. Et que pour rassembler cette expérience fragmentée du corps, il fallait un en plus. Donc le corps était quelque chose qui s'ajoutait. C'était une réponse directe à la question freudienne posée dans Introduction sur le narcissisme, où Freud disait que pour passer des pulsions partielles à l'amour du moi, à la pulsion du moi, il fallait une opération supplémentaire. Freud était lui-même très très pragmatique. Il se demandait comment on passait des pulsions partielles aux pulsions du moi. Et donc pour que le moi soit investi dans sa totalité et non plus dans sa perversion polymorphe, il fallait une opération de totalisation. Et donc Lacan greffe le stade du miroir à ce point, comme réponse à Freud, en disant l'opération supplémentaire, c'est ça. C'est en même temps l'acquisition d'une forme totalisante et en même temps la situation dans le champ scopique. Puisqu'en entrant dans le champ scopique en tant qu'image, le petit, l'enfance, comme on dit, est situé à partir du point du regard. Donc de là où il est regardé, il est situé dans le champ scopique en tant qu'image. Donc voilà, c'était le corps comme opération en plus et en même temps articulation imaginaro-symbolique du corps. Et là, Miller nous dit, dans Radiophonie, le corps, c'est un en moins. C'est pas un en plus. C'est-à-dire que pour avoir un corps, il faut une soustraction de jouissance. Il faut perdre quelque chose. C'est toutes ces choses qu'on entend tout le temps dans notre champ, le trou du langage, le langage fait trou, etc. Et c'est pas quelque chose qui est spécularisable. C'est pour ça qu'à la forme imaginaire, on substitue la forme logique et l'écriture mathématique de l'ensemble vide, pour noter cette opération de soustraction de 1 en moins qui est nécessaire donc, pour avoir ce corps comme surface d'inscription, c'est-à-dire ce trou à partir duquel se déroule la chaîne signifiante. On trouve ça, cette fameuse page 409, très énigmatique. D'avant toute date, -1 désigne le lieu dit de l'autre par Lacan. De l'un en moins, le lit est fait avec l'intrusion qui avance de l'extrusion, c'est le signifiant même. Voilà, donc c'est parce que donc il y a ce moins de jouissance, ce -1 de jouissance, que le corps devient le lieu de l'autre, c'est-à-dire là où les signifiants de l'autre s'inscrivent. Et pour y penser de manière plus simple, c'est là où toute l'histoire qu'on se raconte de notre vie, ma mère dit que, mon père m'a dit que, quand j'étais petite, ma prof m'a dit que, tous les signifiants de l'autre qui sont inscrits et qui tournent en boucle dans notre tête en permanence. La petite musique de notre existence. Donc c'est ce corps-là qui n'est pas le corps de l'image. C'est le corps comme éprouvé de corps. Avec toutes les choses non régulées qui s'y produisent. Alors que l'imaginaire était par définition le champ de la régulation scopique. La bonne forme. Donc si vous avez d'autres commentaires ou remarques. Oui, j'ai peut-être juste une remarque pour illustrer ce que tu viens de donner comme réponse à Sandra.
C'est juste une situation que j'ai vue pour la première fois hier, qui est très précisément un éprouvé de mal-être, donc c'est de l'angoisse qui vient, que cet homme vient avec de l'angoisse, parce que c'est le passage justement d'un corps qu'il vivait image entier, enfin je veux dire sur le mode de l'image, et comme il a un certain âge et qu'il commence à avoir des problèmes de santé, ce corps, comment dire, devient un corps éprouvé, éprouvé avec l'équivoque dessus, parce que ça le pèse maintenant, et c'est ce passage du corps image au corps éprouvé qui, à mon sens, fait émerger une clinique qui le fait consulter. Voilà, je voulais juste l'illustrer, parce que ça me paraît très important ce que tu venais de dire là. Oui. Une question, Véronique. Vas-y, Nelson. Ton micro n'est pas très fort, je crois. Ah, d'accord. Je vais parler plus fort alors. Est-ce qu'on peut, au binaire que tu as cité, est-ce qu'on peut rajouter les binaires plus-value, plus déjouir aussi? Ah oui, Voilà. tu vas nous en dire quelque chose. Peut-être après, oui. Oui. Je pense que c'est aussi un binaire qu'on peut rajouter. Avec grand plaisir, oui, tout à fait. Oui. Merci, Nelson. Il n'y a pas d'autres interventions. Dominique, peut-être que je te laisse la parole. Alors, j'ai préparé un peu à la dernière minute 4 points, donc ce ne sera pas, disons, en détail comme j'avais fait l'avant-dernière fois. Alors, les 4 points, c'était le premier, c'est la notion clé, donc le départ du texte. Le deuxième, et Violaine, tu me corrigeras si je le prononce mal, le gnoti se auton, le connais-toi toi-même. On dit le gnoti se auton. Gnoti se auton. Ok, merci. Le connais-toi toi-même. Le troisième point, c'était sur le siège de Jéricho. Et le dernier, c'est à la page 437, quand Lacan part du message de l'inconscient. Oh, tu n'es pas, oh, tu ne penses pas. Voilà, c'était les 4 points. Donc, je vais commencer par le premier. Je voulais juste dire et aussi remercier Véronique pour son introduction magistrale. Et en effet, tous les points saillants que je voulais présenter, tu les as déjà dit. Donc voilà, ça sera aussi un peu une répétition de plusieurs points, ce que je vais vous présenter. Mais alors, je commence avec la notion clé, donc au départ du texte. Donc, bon, alors comme Véronique, tu nous as déjà dit, la 5e question présuppose que Lacan ait répondu affirmativement à la 4e. L'inconscient serait une notion clé qui subvertit toute théorie de la connaissance. Donc, quelles sont les conséquences pour science et philosophie? Dans la première partie de cette 5e question, Lacan va donc reprendre la question 4, mais là, il la explicite vraiment. Donc, premièrement, l'inconscient n'est pas une notion. Alors déjà, qu'est-ce que c'est une notion? En philosophie, une notion est une connaissance, le reflet dans l'esprit d'objets réels et de phénomènes dans leurs caractéristiques et relations essentielles. C'est une connaissance élémentaire, souvent tirée d'observations empiriques. Donc, notion est liée à connaissance. Rien à voir avec l'inconscient, qui est plutôt du côté d'un savoir articulé. Si donc l'inconscient n'est pas une notion, ne serait-il pas par contre une clé? Puisque Georgin, dans la 4e question, justement, il parle de notion clé. Alors, Lacan dit que ça se juge à l'expérience. Ça, c'est dans le texte. Une clé suppose une serrure. Il existe assurément des serrures, et même que l'inconscient fait jouer correctement pour les fermer, pour les ouvrir. Ça ne va pas de soi que l'un implique l'autre, a fortiori qu'il soit équivalent. Fin de citation. Alors, je me suis demandé, si l'inconscient est la clé, qu'est-ce qui sera alors la serrure? Alors,
Ça, c'est mon hypothèse à moi, j'essaierai de l'argumenter, mais je pense que Lacan se réfère ici au non-rapport sexuel. Il dit notamment à la page 439, « L'inconscient, s'il est clé, ce ne le sera qu'à fermer la porte qui béirait dans ce trou de votre chambre à coucher. » Et un peu plus bas, même page, « Car l'inconscient joue aussi bien dans notre sens, soit à partir de l'impossibilité dont le sexe s'inscrit dans l'inconscient. » Fin de citation. Donc, si, en suivant Freud, il n'y a en effet qu'un seul signifiant sexuel dans l'inconscient, donc le phallus, nous n'avons par contre pas de signifiant de la serrure, de l'autre sexe. Il n'y aurait que des clés dans l'inconscient, pas de serrure. On pourrait aussi se demander si des clés dans un monde sans serrure sont encore des clés. Rappelons-nous aussi de la page 425 qu'on avait vue avant, où Lacan parle de la prétendue bipolarité, en se référant probablement au masculin et au féminin. Je cite à la page 425, « Ce qui ajoute l'inconscient, c'est de la fournir, donc cette bipolarité, d'une dynamique de la dispute qui s'y fait par une suite de rétorsions à ne pas manquer dans leur ordre qui fait du corps table de jeu. » Bon, bref, l'inconscient n'est en tout cas pas la clé pour le rapport sexuel. Et si, comme dit Lacan, il est étranger à toute théorie de la connaissance, il le sera aussi au niveau de la connaissance de l'autre sexe. L'inconscient n'est donc pas une clé, et n'est pas, n'est pas une notion clé, il n'est pas une notion, et probablement pas non plus une clé. En tout cas, pas pour une clé par rapport au rapport sexuel. Mais alors, qu'est-ce qu'il est? Lacan se limite à dire que l'inconscient est. En suivant cette fois Freud, en disant qu'il faut dire ce qu'il en est de l'inconscient dans chaque cas. Aussi, si on pense notamment à la phrase célèbre de Lacan, « L'inconscient est structuré comme un langage », cette phrase ne dit en effet pas ce que l'inconscient est. Elle ne dit pas, par exemple, l'inconscient est un langage. Alors, je me suis demandé pourquoi cette apparente réticence de Lacan à nous dire ce que l'inconscient est. C'est pour nous faire peiner? Pas sûr. Il me semble qu'il s'efforce au contraire à ne pas le réduire à une notion, voire à le substantifier, à le pronommer, pour utiliser le néologisme de Lacan, c'est-à-dire le renvoyer à quelque chose ou à quelqu'un. Mais encore, pourquoi? Je pense que si on le réduit à une notion, à un objet, un concept, qu'en allemand concept, en tout cas chez Hegel, c'est Begriff, qui veut aussi dire prendre, posséder, Begriff, le concept, on se met en position de maître vis-à-vis de l'inconscient. Ça nous donnerait l'illusion qu'on le maîtrise. Comme Lacan dit, c'est plutôt l'inconscient qui vous prend, à la page 433. Un autre risque serait aussi de considérer l'inconscient comme quelque chose déjà là, statique, alors que Lacan parlera de l'instance dynamique de l'inconscient dans cette 5e question. Si on commence à le prendre comme objet de la connaissance, chacun va s'essayer à faire rentrer l'inconscient dans une notion d'avant Freud. Autrement dit, l'inconscient, ou plutôt le savoir inconscient, ne serait pas sans un discours, une structure, un lien social dont il s'inscrit et où il est animé, comme Véronique a déjà très bien dit. Pensons à l'exemple donné par Lacan des jeunes médecins du Togo dans l'Anvers, séminaire 17. Qu'est-ce qui sort de leur analyse, de leur formation de l'inconscient, si ce n'est que le mythe freudien de l'Oedipe? On voit bien que leur savoir inconscient s'inscrit et est animé dans et par un discours. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, un collègue de travail psy
mais pas d'Aigle, si jamais, hein, notre collègue de travail aussi, dit durant une réunion d'équipe le matin que le marquis de Sade, vraiment, il le trouve dégoûtant. Bon. L'après-midi, je rentre avec lui et il dit « C'est terrible ce livre de Sade, les 121 journées de Sodome. » Alors, au lieu de dire les 120 journées de Sodome. Donc, son dégoût était tellement dégoûtant qu'il lui a fallu en ajouter une de plus. Pourtant, si personne n'était pas là pour se faire docile à sa parole, ou s'il n'avait aucune personne à qui s'adresser, est-ce que l'inconscient, son inconscient aurait été? C'est un peu ce que Véronique a dit, que c'est un manque à être qui doit se faire à l'être. En tout cas, quand Lacan dit, page 432, que l'inconscient peut nous occuper en moments encore après le temps que ça a duré, on entend qu'il n'est en rien objet éternel. Et s'il n'y a pas un discours, donc un lien social qui l'anime, il risque qu'il devienne, comme ça a été déjà dit, page 433, périmé, qu'on en fasse l'archéologie, il peut rester en souffrance ou bien tomber en désuétude. Donc, d'un côté, on ne peut pas dire que de l'inconscient, je le connais, et non plus, je sais ce qu'il fait par cœur. On ne tient pas l'inconscient, c'est plutôt lui qui nous tient au bout du nez. Et deuxièmement, il n'est que dans un discours, une structure qui l'anime. Je dirais que la psychanalyse, le discours psychanalytique est une formation de l'inconscient, comme Véronique nous a dit lors de notre première rencontre. Voilà, c'était pour la première partie sur la notion clé. Je vais m'arrêter là pour le moment. Est-ce qu'on peut te demander, Dominique, si tu as une idée sur pourquoi Lacan dit que l'inconscient est, alors que dans le séminaire 11, il nous dit que le statut de l'inconscient est éthique et non pas ontique? Je pense que tu as répondu, mais peut-être pour le clarifier. Dans le séminaire 11, il dit que le statut de l'inconscient est éthique et non pas ontique. Ça m'a surpris, moi, quand j'ai vu cette phrase, l'inconscient est. Mais moi, en tout cas, quand j'ai lu ce est et dans la suite de cette page, je l'ai plutôt lu un peu ce que tu as dit et que j'avais noté comme quelque chose qui doit, entre guillemets, advenir à l'être. C'est pas juste en être au sens, en espèce d'éton qui est là et on l'observe, etc. Mais voilà, quand quelqu'un parle, etc., il s'adresse à quelqu'un et c'est là qu'il peut advenir à l'être, l'inconscient. Donc oui, il y a aussi peut-être un côté éthique dans le sens que voilà, si quelqu'un parle, il fait, je sais pas, un lapsus, je sais pas quoi, mais si personne n'est là pour l'entendre et tout, peut-être l'inconscient n'est pas vraiment là. Je l'entends un peu comme ça. Donc quelque chose de pas ontique, mais dans le sens de quelque chose là, point statique, mais quelque chose quand même que c'est pris dans un dispositif pour, en tout cas, qu'il advienne et pour aussi qu'il y a des effets. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ou rajouter quelque chose? Moi, j'aurais volontiers rajouté quelque chose par rapport à ta question et la réponse de Dominique. Effectivement, ce que j'ai entendu dans ce qu'a dit Dominique, c'est effectivement pas du tout du côté ontologique, mais du côté, enfin, tu as relevé, Dominique, la question de la dynamique. Tu as relevé cette phrase, il n'est que d'être pris. Alors moi, j'ai traduit parce que j'arrive pas à avoir les mots exacts, mais c'est comme ça que j'ai traduit. Il n'est que d'être pris dans un discours. C'est ce que tu viens de dire. Donc, il est comme effet. Du coup, c'est pas ontologique. Moi, c'est comme ça que je comprends. C'est il est comme effet. Bon, voilà. Est-ce que je peux? Oui, Sandra, oui. Oui, parce que moi, je me suis arrêtée, ça m'a fait une certaine résonance quand je l'ai lu, pas la première fois, mais à la troisième, je pense, cette question de l'inconscient est. Parce que cette phrase, il est comme ça.
Il n'est pas plus long. Mm. Et si je ne me trompe pas, je ne le trouve pas, mais il me semble qu'il y a un point après, c'est-à-dire il n'a pas plus de texte. Tout à fait. Donc, je l'ai lu de cette manière-là, donc à la troisième fois, donc, comme en effet des résonances, comment en l'opposant, en l'éloignant de la connaissance. C'est-à-dire, c'est point. C'est quelque chose qui est là, qui n'est pas du côté de la connaissance, pas du côté de l'universel, mais quelque chose avec lequel on fait d'une autre manière que du côté d'un savoir préétabli, ou comme on l'a dit Dominique tout à l'heure en faisant référence à les médecins de Togo. Donc on retrouve une certaine connaissance, ça s'arrête là et qu'on doit faire d'une autre manière. Moi, ce qui m'a résonné, c'est cette manière de le dire et de l'écrire. C'est ça. Puisqu'on parle de la manière de le dire et de l'écrire, et si on lit la phrase, on voit que Lacan dit « il doit nous suffire de poser que l'inconscient est ». Et alors, quand même, il doit nous suffire de poser que l'inconscient est, ça indique bien, je trouve, le statut éthique de l'inconscient. C'est-à-dire, c'est pas dire l'inconscient est, c'est il faut poser que l'inconscient est. C'est-à-dire, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qu'on doit faire exister dans la pratique analytique si on veut se servir de l'inconscient pour traiter la jouissance. Il me semble qu'on commence à avoir cette idée-là qui émerge chez Lacan. C'est-à-dire que l'inconscient, pour traiter la jouissance, si on ne s'abonne pas à l'inconscient, on ne peut rien traiter du tout. On est juste le sujet passivé. Alors, il doit nous suffire de poser, c'est-à-dire il suffit de faire l'hypothèse de l'inconscient et il n'y a rien à en dire de plus. Ça permet pour moi de réconcilier le statut éthique et non ontique de l'inconscient avec cette phrase « l'inconscient est ». Il est en tant qu'hypothèse et après il nous rajoute ce que Freud, quand il en parle, il fait de la linguistique. C'est-à-dire Freud ne nous dit pas ce qu'est l'inconscient, il nous en décrit les mécanismes. On sait que ce qui intéresse Lacan toujours chez Freud, c'est l'interprétation des rêves. Ça, c'est toujours le go-to, le livre où il va, vers lequel il se replie toujours. Et donc, c'est cette idée de les mécanismes inconscients, la linguistique, etc. Je peux? Oui. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, je l'entends quand vous le dites, et merci Sandra, j'entends l'inconscient est hic. Donc, Lacan était quand même très latiniste, et hic et nunc, il est maintenant, et l'idée du verbe, ça m'intéresse beaucoup toujours, il n'y a pas d'adjectif après, c'est ce que tu nous fais remarquer Sandra. Donc, il n'y a pas d'ontologie dont on pourrait dire quelque chose, que ça soit posé là, mais il faut le poser. Il n'est pas là avant. Donc, il y a l'idée dans cet usage du verbe être sans rien derrière, ce qui n'est pas habituel, l'idée de quelque chose en développement, d'un dynamisme, d'un mouvement. Et c'était pour ça que je trouvais tellement intéressant, l'inconscient, c'est ce qu'il sera. Donc, juste cette idée, je pense quand même que grammaticalement, on pourrait dire, il y a du verbe. Comme dans le verbe, au début, il y avait le verbe. Et puis le verbe s'est fait chair. Voilà. Merci Violaine. Il y a aussi, par rapport à ce que tu dis, Violaine, on oublie ce que signalait Véronique, c'est vouloir être. Donc, il y a bien le être suffit pas. Ça correspond au mouvement que tu essayes de nommer là. C'est un vouloir être. C'est la place du je ne suis pas. Il y a un vouloir être qui fait émerger l'inconscient. Et c'est là qu'il y a une éthique à avoir dans ce vouloir. Et là, l'exemple de Dominique est joli, c'est-à-dire qu'il n'aurait jamais dit 121 jours son collègue s'il n'y avait eu personne pour l'entendre. Et c'est l'idée du wo es war, soll ich werden, parce que werden, c'est comme ça qu'on traduit être. C'est donc l'idée du devenir.
Alors sur le Woes war soll ich werden, oui, on pourrait en faire des pages, oui. Là où, oui, on va pas le faire aujourd'hui, je pense. Il y a à peu près autant de lecture de ça que du cogito cartésien. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Une pause maintenant ou un deuxième point? Je vois des petits pouces pour la pause. Ça va, René, si on fait une pause maintenant? On est à mi-chemin. On t'entend pas, René, tu es muet. Muet, c'est pour voilà, pour une fois. Donc c'est l'admis. On fait moins quart, on recommence à moins quart. Vous êtes d'accord? Parfait pour moi. Alors, à moins quart.